Salut tout le monde, c'est Pavel et le projet Mind the Cash et vous êtes sur la chaîne qui est consacrée aux investissements et au trading. Ça se voit pas, je sais, parce que cette vidéo que vous voyez est un petit peu particulière. Donc là, je me suis permis de faire cette vidéo dehors, même s'il fait presque nuit. Vous ne me voyez pas très bien, mais c'est pas très grave aujourd'hui, donc j'ai pas grand chose à vous montrer. Parce que je vais parler d'un sujet que je voulais, ça fait un moment que je voulais parler sur la chaîne, qui me paraît très important, mais qui est plus sort du scope purement financier. Ça, en fait, on va parler un petit peu de la politique, un petit peu du social, et je vais répondre à la fin de cette vidéo. Je vais répondre à la question qui revient très souvent. Quelle est la stratégie la plus sécurisée pour investir en bourse à long terme, ou peu importe, en bourse ou pas en bourse. Ça sera vraiment très général comme discussion. Je vais voir en fait les réactions, combien de likes vous allez mettre ou dislikes pour cette vidéo, pour faire ou pas ce type de vidéo un petit peu plus philosophique. Ça va être très important en fait cette vidéo, donc même si la qualité n'est pas bonne, je sais, je pense que ça vaut le coup quand même de au moins commencer à m'écouter pour que je puisse passer mon message très important que je considère, surtout si vous vous lancez en bourse, et si vous pensez que il y a une formule, je ne veux pas dire magique, mais une formule sûre pour réussir en bourse ou en tel ou tel investissement. Donc en fait, aujourd'hui, je veux passer pas mal de temps à parler de socialisme et de capitalisme. Donc ça peut vous surprendre probablement parce qu'effectivement, ce n'est pas le sujet principal de la chaîne. Mais en tout cas, vous allez voir pourquoi moi je trouve important, surtout dans ce contexte. J'enregistre cette vidéo justement parce que aujourd'hui, il y a l'élection américaine, donc on parle tous des différents programmes, des différentes visions qui s'opposent, et bon, il y a pas mal de populisme dans tous les camps. Voilà, en tout cas, nous notre objectif c'est vraiment d'investir de l'argent. Vous allez voir qu'à la fin de cette vidéo, que tout cela converge vers la même conclusion. Donc, et tout le monde, tout est lié dans le monde. Donc tout est important quand on investit, et non seulement en bourse. Voilà. Donc en fait, mon avis, on me pose souvent la question, Pavel, bon ok, si j'investis régulièrement, par où commencer? Quels sont les véhicules d'investissement les plus sécurisés, où on peut dormir plus ou moins tranquille à long terme? Quand j'entends le mot à long terme, tout de suite pour moi il y a une alerte. Je réponds rarement à ce genre de commentaires, je dis ou je réponds un peu à côté, j'essaie de répondre à tous vos commentaires, mais pour ce type de commentaires, je n'ai pas vraiment de réponse, et c'est justement pour cette raison que je vais évoquer dans cette vidéo. Donc, et cette raison parce que je pense que nous sommes arrivés au bout d'un modèle qui a été démarré encore très longtemps. Donc on peut dire que ça a été démarré à l'époque bon, peut-être pas Nixon, mais Reagan, c'est sûr, mais peut-être avant, parce qu'en fait ce système capitalistique qui a été démarré bien avant, mais c'est juste qu'à l'époque de Reagan, ça a pris des ampleurs particulièrement importantes. Et donc du coup, c'est lui qui a donné l'élan à ce système ultra-capitalistique dans lequel on vit aujourd'hui. Je vous dis dès le début, c'est que moi, ça ne sera pas une vidéo anticapitaliste. Bizarre en fait, parce que vous savez, moi j'étais né en Russie, donc j'ai vécu à l'époque de communisme, et je fais partie de la génération qui a vécu la chute de l'URSS. Et pour nous, le mot communisme, c'est vraiment associé à la pauvreté, à la délinquance. Bon, il y a une voiture qui passe. Vraiment aux chutes complètes du système. Donc pour nous, le capitalisme, c'est quasiment un gros mot. Donc en fait, en général, les Russes de ma génération sont très conservatifs, droite, un peu, ce serait les bons républicains aux États-Unis, je pense. Voilà. Et moi, j'étais comme ça aussi pendant un certain temps. Et au fur et à mesure que moi j'évolue, que ma personnalité évolue, que mes connaissances évoluent, je commençais évidemment à assouplir ma position. Maintenant, je deviens beaucoup plus, je ne veux pas dire gauche, parce que bon, pour l'instant je ne suis pas encore au stade de dire que je suis gauche, mais ce n'est pas du tout gauche dans le sens français, voilà, du terme. Parce qu'en fait, moi je pense qu'aujourd'hui on est complètement dans le ridicule sur ces sujets-là, et pas uniquement sur ce sujet, donc sur pas mal d'autres sujets aussi. Mais en tout cas, par contre, je vois aujourd'hui que le système dans lequel nous vivons actuellement, il arrive au bout. Ce bout, en fait, c'est représenté en quoi, en fait? C'est qu'il y a la disparité entre la richesse des populations pauvres et la richesse des populations riches. Elle est devenue, en fait, elle est atteint un niveau insupportable. Et donc,
Du coup, forcément, ce système ne peut plus rester équilibré en état actuel. Et du coup, naturellement, en fait, dans toutes les théories économiques, j'adore d'ailleurs l'histoire économique et lire les ouvrages des grands économistes, et ce système ne peut pas rester en équilibre. Peut-être encore une fois, pendant ce confinement, je préférais sortir un petit peu dehors parce que je ne peux plus rester à la maison. Voilà, et donc là, du coup, je reprends. Donc en fait, du coup, ce système devrait naturellement perdre un équilibre à un moment donné. Et cette demande de, pas vraiment de l'égalité, mais la demande de justice pour que les personnes qui travaillent et pour que les personnes qui ont fait des grandes études puissent vivre correctement, c'est de moins en moins le cas en Europe occidentale, aux États-Unis pareil. Donc, parce que par exemple, si vous regardez par exemple les revenus dans traders sur Wall Street et les revenus même dans physiciens ou dans grands médecins ou dans le même pays qui vivent dans le même système sont incomparables. Le trader, il peut toucher des millions par an, tandis qu'évidemment, ce niveau de rémunération ne peuvent pas être, je parle des traders dans les grandes banques d'investissement comme Goldman Sachs, comme tout ça. Donc, et ces revenus ne sont pas accessibles à des personnes qui ont investi beaucoup plus dans leur formation, dans leur etc. Donc, c'est juste des personnes qui sont... En fait, les traders, c'est un très bon exemple parce que c'est des personnes qui ont trouvé leur place dans ce système. En fait, ils se sont retrouvés très confortablement dans cette place et ils touchent des bénéfices de ce système. Mais ce système, aujourd'hui, il arrive jusqu'au bout et on le voit par la quantité des différents conflits qui s'émergent. En fait, souvent on l'appelle, genre, ça peut être des conflits sur la base de la haine de tous les types. Donc là, je ne veux pas trop me lancer dans tous ces débats. On voit aux États-Unis, on voit en Europe, on voit les tensions sociales partout. Et en fait, on peut dire parfois, on dit que genre, ça c'est des tensions culturelles, ça c'est des tensions entre des différentes personnes de différentes ethnicités. Bon, bref, mais tout cela vient d'une seule chose, c'est que il y a une disparité entre les riches et les pauvres aujourd'hui tellement importante que on ne peut plus tenir un équilibre ce système. Et donc forcément, ça crée des disparités, même dans les pays qui étaient convaincus capitalistes pendant des années et des années, comme les États-Unis. Aujourd'hui, on voit le besoin, on voit un appel vers la justice. Et c'est pour ça, c'est ça ce qui explique par exemple la popularité de Bernie Sanders, ce qui explique la popularité, Joe Biden, je ne peux pas dire de la popularité parce que les votes Biden, c'est plutôt les votes contre Trump souvent. Et voilà, c'est ce qui est intéressant d'observer parce que aux États-Unis, pour moi, c'est un très bon exemple qui démontre que la tendance change. Donc même si dans le pays convaincu capitaliste comme ça, déjà il y a des mouvements vers la justice sociale pour plus de sécurité, pas forcément les citadins, comme ça existe dans les pays qu'on ne veut pas citer, mais pour le minimum pour que l'État garantisse le minimum et que la main invisible de Adam Smith, que non, ça fait vraiment Adam Smith, ça c'est vraiment le penseur qui était à la base encore il y a très longtemps de système capitalistique qu'on a aujourd'hui. Bon, évidemment, je ne vais pas rentrer en détail de l'histoire, mais bon, en tout cas c'est lui qui est père fondateur, on va dire, du système capitalistique dans lequel on vit aujourd'hui. Et aujourd'hui, cette main invisible du marché n'arrive pas à réguler toutes les disparités sociales qu'on vit dans le monde. Donc en fait, je sais que ça peut paraître complètement à côté de la plaque par rapport à la bourse, par rapport à tout ce qu'on parle d'habitude, mais quand même, vous allez voir où je peux venir. Donc cela veut dire que ce système, selon moi, encore une fois, tout ce que je dis sur la chaîne, c'est selon moi, elle devrait exploser à un moment donné. Et la question c'est quand elle va exploser et pourquoi, quel sera l'élément déclencheur. Et c'est là, je pense que, bon, encore une fois, ça sera la pauvreté qui va exploser à un moment donné. Et elle peut exploser quand? Elle peut exploser pendant une crise majeure. Pour moi, la crise majeure, je vous dis à chaque fois dans mes vidéos, je vous dis qu'il faut surveiller les taux, etc., marché des taux. Pourquoi? Bon, il y en a beaucoup, je pense, qui ne connaissent pas les marchés de taux suffisamment bien, parce que c'est un marché très particulier et assez complexe. Mais en fait, je pense que le plus gros problème arrivera de la crise de la dette. En fait, cela veut dire qu'à un moment donné, en fait, le marché de la dette, que ça c'est vraiment le fondement du capitalisme, parce que c'est là où on trouve des financements quand les sociétés, les États émettent leurs obligations. Donc ça existe depuis des siècles, ce système. Et maintenant, on est en pleine crise parce que l'endettement est tel que
tout simplement les dettes, on ne peut pas payer. On peut juste les refinancer, comme on dit. Donc, c'est-à-dire qu'on peut prendre une nouvelle dette pour rembourser l'ancienne. Ça fonctionne. Ça ne fonctionne pas pour les particuliers, mais ça fonctionne pour les États, pour les entreprises, ça fonctionne parfaitement. Mais aujourd'hui, ça atteint de telles ampleurs qu'on ne peut plus le maintenir. Et donc, du coup, c'est pour ça que les banques centrales interviennent régulièrement pour équilibrer ce système en injectant liquidité, etc. Et en fait, aujourd'hui, on peut dire « Oh oui, Pavel, mais non, là, tu parles de la fin du monde parce qu'on sait que de toute façon, la Terre va disparaître un jour, ok, et que de toute façon, on va tous mourir. » Oui, c'est vrai, parce qu'en fait, évidemment que tout va casser à un moment donné, mais on ne sait pas quand. Et là, je ne sais pas quand, évidemment, que cette crise arrive, mais pourquoi je suis inquiet? Je suis inquiet pour simple raison, parce qu'aujourd'hui, on est arrivé jusqu'au bout, en fait, quand on ne peut plus avoir la remontée des taux. Donc on peut se dire, en fait, si par exemple si on était dans le début des années 2000, je pourrais effectivement dire que, oh tiens, je sais, c'est vrai qu'il y a un problème d'endettement, patati patata, mais on ne sait pas quand, peut-être ça ne va jamais exploser. Mais aujourd'hui, déjà, la remontée des taux, même la remontée gentille des taux, genre à 3-4%, ça créera une explosion sur le marché de dette. Et ça, ce n'est pas un scénario que je ne peux pas imaginer. Ce n'est pas un scénario que je ne peux pas imaginer dans quelques années à venir. Et ça va littéralement exploser tout le système capitalistique parce que le système capitalistique se base sur ce marché de dette. Donc je ne sais pas si ce matériel... En fait, j'essaie d'expliquer des choses complexes de manière simple. Peut-être que j'arrive pas toujours. Donc, excusez-moi si ce n'est pas le cas. Mais en fait, c'est pour ça que les deux sujets que je viens d'évoquer, donc le système de demande de plus de justice sociale et le système de la crise qu'on a déjà sur le marché de dette, qui va un jour exploser, qui se rejoignent. Donc voilà, donc c'est que ces deux problèmes qui paraissent pas liés, mais en fait, elles sont liées. Et donc si cela arrive, donc dans ce cas-là, effectivement, toutes les personnes qui sont en dehors de ce système, et la majorité sont en dehors de ce système, en dehors des banques d'investissement, des traders, des personnes qui sont averties dans l'investissement. Et vous qui regardez la chaîne Mind the Cash, vous regardez certainement d'autres chaînes sur le même sujet, vous êtes certainement plus avertis que les autres, vous êtes plus préparés pour affronter cette crise. Mais j'ai peur que la plupart des personnes, ça je suis convaincu, qui n'ont pas cette culture financière que vous avez. Et donc, cela veut dire que il y aura une explosion de chômage, une explosion de pauvreté, une explosion de délinquance, et c'est à ce moment-là ce système peut effectivement basculer vers autre chose, à moins qu'on ne prenne des mesures en amont. Donc c'est-à-dire qu'on soit proactif et qu'on comprenne qu'on réalise que il faut changer quelque chose, mais dans ce cas-là, il faut une volonté politique énorme et des personnes, vu que les présidents sont là et seule chose qu'ils veulent être réélus, c'est pas parce qu'ils sont carriéristes, pas à cause de ça, mais parce que simplement ils ne peuvent pas prendre cette responsabilité de tout casser et de tout changer. Donc c'est encore une fois parce que mon expérience de mon enfance quand j'ai vécu dans l'Union soviétique et quand on a basculé dans le nouveau système, parce que ça c'était vraiment une cassure totale. Et je vais vous dire ce qui s'est passé à cette époque-là, parce que j'étais encore petit, mais je me souviens toujours. Parce que mes grands-parents, ils avaient des économies, c'était des économies maigres, mais dans l'ampleur du pays, c'était tout à fait confortable pour assurer sa retraite. Et du jour au lendemain, ils ont vu toutes leurs économies partir en fumée. Vous voyez ? Et ça, franchement, ils se sont retrouvés avec rien face au système qu'ils ne connaissent pas et face aux problématiques qui n'ont jamais été affrontées. Et souvent, ces personnes-là, ils étaient déjà de certains âges. Donc c'est vraiment quelque chose de dramatique. Il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas survécu cette étape de leur vie. Parce qu'en fait, déjà, leurs idées qu'on leur programmées dans leur tête, ils ont été cassées d'un coup. Mais aussi, en fait, c'est que il était avec rien. Il n'avait plus rien pour vivre en retraite. Il n'y avait pas de l'État à qui ils faisaient confiance toute leur vie, qui assurait certaines choses, certains niveaux de vie. Donc du coup, ils ont tout perdu et ils se sont retrouvés quasiment à la rue. Pas quasiment, moi je dis quasiment à la rue, il y en a énormément, surtout des retraités. Imaginez que je ne peux pas imaginer ça aujourd'hui en France ou n'importe quel autre pays développé, je veux dire. Ils se sont retrouvés dans la rue. Et donc ça, c'est vraiment une période dramatique de l'histoire du pays, mais ça peut arriver. C'est pour ça qu'il faut... en fait, je donne cet exemple parce que c'est vraiment un exemple des personnes qui ont vécu dans un autre système et qui ont été affrontées à un nouveau système qu'ils ne connaissaient pas. Donc ils ne savaient pas comment agir. Voilà, donc ça, c'est vraiment
ça c'est vraiment parce que j'ai vécu quand le système basculait d'un système vers un autre. Donc et ça c'est vraiment quelque chose, une expérience que je pense que peu entre vous ont vécu, en tout cas. Voilà, donc du coup, donc en fait il faut sortir de la tête l'idée que ça va jamais arriver, tout peut arriver. Et je pense que maintenant les gens, les personnes, il y a beaucoup de personnes qui commencent à réaliser ça, d'où viennent le succès de Bitcoin, d'où vient le succès de l'or, parce qu'en fait les gens ils ne font plus confiance. En fait on vit dans un climat de défiance énorme, et c'est pas vraiment, on dit souvent que c'est la défiance envers les politiciens, ça aussi, mais pas que. En fait, je pense que c'est la défiance globale envers le système. Parce qu'on voit que le système il est injuste. Donc les salaires sont de plus en plus faibles. Donc en fait, le pouvoir d'achat est de moins en moins important. Donc, et par contre, les salaires des plus riches, ils sont de plus en plus élevés. Et donc du coup, ça, franchement, là, je pense que ça ne peut pas durer éternellement, ce système. Même si ça va, parce qu'évidemment, les personnes qui ont cet argent, c'est des personnes qui ont souvent du pouvoir, donc ce système peut vivre encore un certain temps, mais aujourd'hui, avec le système que a, il montre déjà ses faiblesses. Et après, je vais aller encore plus loin, parce que on parle souvent aussi dans mes vidéos que je dis que le marché de dette, par exemple, de dette souveraine, elle était nationalisée par les banques centrales. Parfois, je ne veux pas rentrer dans les théories de complot, mais parfois je me pose la question, est-ce que ce n'est pas une tentative de transformer le système pour que, par le biais des banques centrales, en restant dans les termes, en utilisant les termes capitalistiques toujours, essayer de transformer ce système et pour prendre le contrôle sur certains marchés? Je pense que probablement j'ai tort là-dessus, ou bien ça se fait naturellement. Donc c'est-à-dire parce que déjà en fait, le fonctionnement de systèmes souverains aujourd'hui, surtout en Europe par exemple, elle est très ressemblante au système de la dette soviétique. Parce qu'en fait, qui va investir dans la dette italienne à 1%? Dites-moi ça. Dites-moi dans les commentaires, est-ce que ça vous intéresse d'investir à 1% dans la dette italienne où il y a plein de problèmes politiques, il y a plein de chômage, la dette de pays s'explose, il n'y a que de problèmes, et ça vous donne un seul pauvre pourcent de rendement pour prendre ce risque. Donc évidemment, ce marché n'est pas efficient, donc il n'a pas vraie offre-demande pour le risque comme ça. Donc forcément, il y a quelque chose qui ne va pas. Pour la dette négative, pareil. En général, la dette négative, c'est au moins les pays qui sont plutôt sûrs. Ok, ça je comprends. Après, il y a des obligations réglementaires à placer certains argent. Bref, je ne veux pas m'éloigner dans ces sujets-là. Mais dans tous les cas, nous sommes aujourd'hui dans un système qui n'est plus logique, qui est déjà contrôlé par les banques centrales, c'est déjà nationalisé. Et après, la question, est-ce que ça ne va pas aller plus loin? Est-ce que ça ne va pas aller plus loin? Et c'est la question que je me pose. Est-ce que ça ne fait pas partie de la transformation du système capitalistique pur et simple que nous vivons déjà? Voilà, je fais une pause le temps que la voiture passe pour que vous puissiez digérer ça un petit peu, cette information, parce que je pense que c'est peut-être des choses choquantes que je suis en train de vous dire, mais c'est vrai que parfois ça me donne cette idée que probablement nous vivons déjà une transformation soft dans le système pur capitaliste vers quelque chose d'autre, et j'en sais pas ce que c'est. Au début, je pensais que probablement on va se diriger vers les modèles de l'Europe du Nord. Ouais, pourquoi pas, parce qu'effectivement, ça c'est vraiment des pays où il y a beaucoup plus d'égalité, donc beaucoup moins d'inégalité, du coup ça c'est logique. Mais par contre, je pense qu'ici il y a un problème, c'est que pas tous les pays peuvent assumer de telles dépenses sociales en fait. Parce qu'en fait c'est déjà uniquement pour les pays riches que c'est accessible d'avoir un tel système de protection. Donc du coup c'est pour ça, moi je trouve ça assez compliqué de réaliser ce type de système en pratique. Voilà. Mais par contre, visiblement, quelque chose est en train de changer avec ces injections massives de liquidités et probablement cette nationalisation par les banques centrales. Et qui sont derrière les banques centrales? Par exemple, vous savez que d'ailleurs que la Réserve fédérale, c'est une entreprise privée, pour ceux qui ne connaissent pas. Je pense qu'il y en a beaucoup qui connaissent, parce que c'est en fait quand même assez souvent évoqué, surtout dans les médias un peu complotistes. Mais c'est vrai qu'on ne sait pas qui sont les actionnaires de la Réserve fédérale, qui sont derrière tout ça. Bon, on peut imaginer, mais on ne le sait pas à 100%.
Et donc probablement il y a effectivement une tentative de reprise du contrôle sur certaines parties, jusqu'à où ça va aller, je ne sais pas. Donc, et je reviens maintenant vraiment au sujet de fond, c'est que, bon, sujet de fond, ça c'était le sujet de fond justement, au contraire je reviens au sujet boursier, c'est que quand vous me posez la question, par exemple, okay, est-ce que si pour investir à long terme, patati patata, bah, je ne sais pas ce qui va se passer à long terme. Et pourtant, moi, je suis issu d'une école très à la Warren Buffett, Benjamin Graham, Ray Dalio, tout ça. Donc moi, je suis à fond pour investir à long terme, toucher les dividendes dans des entreprises efficientes, efficaces, etc. Bon, bref, il ne faut pas me convaincre qu'il faut être conservatif. Donc voilà, bon, bref, gérer son risque et suivre ces modèles des grands investisseurs. Mais c'est des grands investisseurs, Warren Buffett, Benjamin Graham. Bon, ben pas Benjamin Graham, il n'a pas fait grand succès, mais Warren Buffett, par exemple, et Ray Dalio, c'est des gars qui ont vécu dans une autre ère, dans une autre époque. Donc c'est pour ça, quand vous essayez, certains me demandent à Warren Buffett, il a acheté ça. Warren Buffett s'est trompé déjà pas mal de fois ces dernières années. Donc n'oubliez pas, parce qu'en fait, c'est un gars qui est excellent, c'est sûr, mais c'était un héros de son époque. Mais est-ce qu'on vit dans la même époque aujourd'hui ? Est-ce que les recettes de Warren Buffett, que tout le monde essaie de décrypter dans ses différentes communications, est-ce qu'elles sont toujours applicables aujourd'hui ? C'est ça la question que je vous pose. J'en suis pas certain. Je pense qu'on vit vraiment au seuil de changement entre les deux systèmes, et ceux qui vont s'en sortir mieux, ceux qui sont le plus formés, ceux qui peuvent anticiper ce genre de transformation. Et les approches on peut commencer à investir dans des sociétés sûres, à long terme, etc., mais finalement se retrouver ruinés. Comme se sont retrouvés ruinés, par exemple, mes grands-parents en l'Union soviétique. C'est tout à fait possible. Donc je ne peux pas, parce que si le système capitaliste change profondément, je ne sais pas qui est-ce que sera l'événement déclencheur, et ça peut arriver, ce qui me fait peur en fait, ça peut arriver à l'horizon qui n'est pas si longtemps. Parce que vraiment, on est au bord d'une majeure crise. Et cette majeure crise, on peut ne pas vivre aussi facilement, entre guillemets. Bon, je sais que ce n'est pas pour tout le monde, c'était facile, la crise de 2000, la crise de 2008-2009, bon, et les autres crises qui ont précédé. Je sais que ce n'était pas facile pour beaucoup, mais est-ce que cette fois, on va le survivre tout simplement? Est-ce que ce système va le survivre? Parce qu'à chaque fois maintenant, en 2008 surtout, on a vu qu'une fois que la crise boursière se déclenche, la question de genre est-ce qu'on doit est-ce qu'on ne doit pas abolir le capitalisme, est-ce qu'on ne doit pas revenir en fait les ouvrages de Karl Marx font surface à nouveau. Donc à chaque fois ils remettent cette question sur la table. Donc est-ce que vraiment le système il est bon? Vous voyez, c'est ça le message que je veux vous dire, que aujourd'hui, j'ai peur de le dire aujourd'hui parce que aujourd'hui, investir comme un bon père de famille peut se révéler dramatique. En fait, aujourd'hui, il est plus sécurisé d'être trader qu'être un investisseur long terme, à mon avis. Encore une fois. Donc je peux me tromper, peut-être on va continuer comme ça, mais je ne veux pas comment on va continuer quand les taux vont remonter. Ou vous allez me dire que probablement les taux vont rester éternellement à zéro, à moins je ne sais pas combien. Possible, ça c'est possible. Mais dans ce cas-là, on vit dans un autre monde. Et quels seront les effets de bord de ce nouveau monde? Est-ce que ça ne va pas exploser quelque part ailleurs? Ça, je ne sais pas. Je ne suis pas suffisamment économiste aussi, on va dire, sophistiqué pour vous dire est-ce que ça peut s'inscrire, ce nouveau système de quasi-nationalisation de marché de dette peut s'inscrire dans ce modèle capitalistique qui par définition se base sur l'offre et la demande, sur le marché ouvert. Et le marché de dette aujourd'hui, ce n'est pas le marché libre. C'est évident. C'est en fait, ça c'est pas quelque chose, ça c'est pas mon avis, c'est une évidence. Voilà, donc c'est ça qu'en fait, tout ce que je vous ai dit en fait, c'est tout simplement pour mettre en avance que ce que peut vous paraître sécure, l'investissement sûr, peut ne pas forcément être si sûr que ça. Voilà, sur cette belle note, j'espère que ça n'a pas été très pessimiste, mais vu qu'il y avait de l'élection américaine où il y a pas mal de sujets un peu comme ça qui sont en train d'être levés. Voilà, donc j'espère que ça a été utile au moins, donc j'espère que c'était intéressant. Dites-moi dans les commentaires qui c'est... Bon, c'est pas ce format dans la rue quand vous ne voyez pas, bon je sais parce que moi franchement j'ai besoin de l'air. Mais est-ce que ces sujets vous intéressent? Parce que ça pourrait créer une nouvelle catégorie sur la chaîne où on va parler un petit peu de trucs comme ça philosophiques. C'est assez intéressant parce que c'est pas si
décorrélé par rapport à ce que nous parlons d'habitude sur la bourse, sur les actions. Voilà. Et sur ça, je vous souhaite tout le meilleur. Et comme d'hab, Mind the Cash. À très bientôt.